Une petite coutume pour nous. Vous savez. Un, 2, 3, c'est Le chocolat papillon. les chocolats papillons. Bonsoir. Alors voilà, c'est notre partenaire sur tous nos films en avant-première. Le truc intéressant, c'est ça. Oh putain. Ça fait l'effet à chaque fois, vous avez remarqué. Ah ouais. Voilà, des petits chocolats à manger, c'est pour vous remercier Wow. de nous consacrer un petit peu de votre temps Ah ouais, et de c'est pouvoir super. partager avec eux. Vous avez Merci. passé un bon moment devant ce film? Ah oui, ouais. Voilà, ça fait plaisir à entendre. Je vais enlever ma doudoune. Alors on est tout de suite, on est disponible. Alors je sais pas vous, mais moi j'étais persuadée que Salif Cissé c'était un imitateur. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui ou non? Alors Fabienne va vous raconter ça. Fabienne. Eh bien, c'est à la fois un imitateur et pas un imitateur. C'est-à-dire que l'imitation, c'est à la fois une voix et un corps. Et donc, au niveau du corps, on ne peut pas mentir. Donc, forcément, Salif a imité tous les personnages, puisqu'il ne fait pas un personnage, il en fait plein. Par contre, sur l'imitation de la voix, en fait, il a été coaché d'abord par Michael Gregorio, que vous connaissez sans doute, qui est un grand imitateur de voix chantée. Et Michael, en fait, l'a entraîné à s'approcher le plus possible de la voix de Denis Podalides. Et ensuite, Denis est venu en post-synchro pour poser sa voix sur le jeu de Salif. Donc, il fallait en fait qu'il entre dans le jeu et vraiment sur les pas du jeu de Salif. Ce qui fait que chacun a fait un chemin l'un vers l'autre. Et ensuite, les monteurs son ont pris syllabe par syllabe, parfois lettre par lettre, parfois des consonnes de l'un, des consonnes de l'autre. Et ils ont tricoté pour faire une voix qui n'est ni l'un ni l'autre, mais une voix que vous entendez et qui est une voix d'imitation, où en arrière de la voix je dirais de l'imitation, dans les chansons c'est un peu pareil, on a toujours la voix de Salif. Et ce qui rend la chose aussi crédible, puisqu'on a travaillé de manière très organique et très artisanale, on n'a pas utilisé l'intelligence artificielle. C'est ce qui fait que je pense que vous sentez en fait ce truc très vivant en fait. C'est qu'on a été chercher toutes les respirations, vous voyez, vous m'entendez là, comme ça, souffler, les respirations et tout. Tout ça, on les a gardés en fait. Donc c'est vraiment un travail de dentelle qui a été fait au niveau du son. Et pour ce qui est des imitations, donc tous les chants, que ce soit Johnny Hallyday, Bachung, le dernier morceau que vous entendez, Moonlight in Vermont, on a d'abord fait un enregistrement avec tous les imitateurs. Il y en a 3 dans le film. Michael, bien sûr, que vous connaissez. Fabien Lecastel, qui est un imitateur belge, qui lui fait à la fois les voix parlées et les voix chantées. Et Eclipse, qui est connu pour toutes les imitations de voix de rappeurs. Et une fois qu'on a enregistré ces chansons, Salif, en fait, se les est mis en boucle chez lui pour répéter, répéter, répéter. Parce qu'au niveau de la synchro, il fallait que ça soit vraiment à la microseconde près. Et quand on a tourné en fait ces séquences-là, il est face à un vrai public, comme moi je suis là, et il chante vraiment. C'est-à-dire qu'il chante vraiment, sauf que il n'a pas la voix de Johnny, il n'a pas la voix de Bachung, et donc on va garder la voix de Salif toujours en arrière-plan, mais on met en avant la voix des imitateurs, puisque Salif n'a pas le talent d'imiter, par exemple, Johnny. Voilà, et donc ça a été un gros travail de la part de Salif, qui est un comédien de théâtre, de se mettre dans la peau d'abord de son personnage, qui était Baptiste, mais en fait, si vous comptez, il y a 10 personnages qui l'imitent. Il passe par 10 personnages différents. Et ça, c'était un gros taf de comédien. N'hésitez pas si vous avez une petite question. Yacine, non, au fond, André. Bonjour. Bonjour. Je voudrais d'abord vous dire merci pour le film, parce que j'ai vraiment adoré le film, dans son humour et tout ça. Et j'ai une petite question par rapport au dialogue.
De mémoire, je crois que c'est une pièce de théâtre. C'est un livre. C'est un C'est un roman. livre, ok. Un roman. Et en fait, je voulais savoir si c'est par rapport à l'adaptation au scénario, parce que j'avais l'impression que c'était très théâtral, les dialogues qu'avaient les différents personnages. Alors, en fait, c'est un livre qui effectivement a été écrit par Luc Bonvillain. Et la structure de livre, elle est très proche du vaudeville, de Marivaux. Et nous, notre travail, ça a été à la fois de garder quand même cette structure, puisque c'est jouissif en fait d'aller de rebondissement en rebondissement, tout en enlevant quand même les pics qui auraient pu être théâtrales. Alors si vous avez le sentiment que c'est théâtral, bon, ça veut dire qu'on a un peu raté. Mais on a vraiment essayé d'enlever justement tout ce qui était trop, voilà, too much par rapport à un film de cinéma, tout en sachant que quand même on assiste à une histoire qui n'est pas réaliste, mais qui pourrait être vraisemblable. C'est-à-dire qu'on part très très vite en fait dans l'histoire qui est comme un conte, et où à un moment donné, voilà, on va aller de péripétie en péripétie, ce qui est le principe en fait du marivaudage. Donc il y a des dialogues qui ont été gardés du livre, d'autres pas du tout. Notamment beaucoup de dialogues du personnage de Pierre Chosenne. Le personnage n'existait pas complètement comme ça dans le livre, et donc moi j'ai eu envie de booster, puisque mon choix d'adaptation, ça a vraiment été de travailler la relation en fait entre les deux. Ça veut dire écarter beaucoup d'autres choses qui étaient dans le livre, pour vraiment garder ce lien entre deux personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, et qui en fait vont se lier d'amitié. Ne soyez pas timide, on vous écoute. Voilà, merci pour ce joli film. Justement, je vais un petit peu à l'encontre de la première remarque, moi, puisque ce que j'ai apprécié dans le film, c'est toute la délicatesse, la subtilité, la sensibilité de l'écriture et du jeu, qui en fait un film très très sensible. Et puis, le premier rôle, en fait, est devenu presque le dernier dans le film, c'est-à-dire qu'en fait, tout le long du film, on oublie complètement Baptiste, on le voit juste à la fin, parce qu'en fait, on l'a oublié dans l'histoire. En fait, c'est tous les autres personnages qui le manipulent, enfin, qui l'ont pris comme un vrai objet, et qui se révèlent juste à la fin du film. Oui, alors moi j'ai pas le sentiment qu'on oublie tellement Baptiste, sauf qu'effectivement la fonction de Baptiste en fait, c'est qu'à travers ce mensonge et cette identité en fait usurpée, il va permettre en fait à chacun de se révéler et à chacun de se réinventer, ce qui fait que tout ça, ça éclot à la fin du film. Donc c'est peut-être ça ce que vous voulez dire en fait. Oui. Mais ce que vous dites n'est pas incompatible avec ce que disait le monsieur à côté, je pense. Voilà. Juste pour dire que pour moi, c'est deux choses en fait un peu différentes. Mais c'est vrai que le fait qu'à un moment donné, Baptiste, il va endosser en fait le personnage de Chosenne. Moi, ce qui m'intéressait dans le livre, c'est qu'on est tous confrontés au changement. On est tous confrontés à la difficulté de changer, à se dire mais comment je peux faire pour justement avoir cette liberté de dire ou de faire. Et le fait qu'à un moment donné, Baptiste, qui est complètement délesté du passé, de ses relations par exemple que Chosenne a avec son père, il va pouvoir dire des choses. Et moi souvent je me suis dit, si je faisais abstraction de mon passé dans lequel je peux être engluée et qui m'empêche parfois d'être libre, ou parfois de justement pouvoir me réinventer, envoyer tout chier, etc. etc. Et si je donnais cette possibilité à quelqu'un de répondre à ma place, peut-être que justement cette personne, elle pourrait en tout cas me permettre de me libérer de certaines loyautés ou de certains liens comme ça qui sont enfermants. Et au-delà, je dirais, du pitch et de la comédie, moi j'ai une formation de psychosociologue, et c'est vrai que c'est ce qui m'intéressait. Comment à un moment donné comment on peut changer, comment on peut... et je suis convaincue, enfin c'est une thématique qu'on retrouve dans tous mes films, c'est le fait qu'une rencontre peut vraiment changer une vie.
et que l'autre, on a besoin de l'autre en fait, on a besoin du regard de l'autre pour nous permettre de nous décentrer par rapport à... Quand on a un problème, souvent on est en boucle. Et c'est grâce à l'autre, souvent, que ça soit on n'a pas besoin d'avoir un psy, hein, on peut avoir un ami bienveillant qui fait qu'à un moment donné, il va vous faire sortir du cercle et vous permettre de voir la réalité autrement. Et donc, d'opter pour d'autres solutions. Bonsoir, merci aussi hein, pour le film. Forcément, comme tout le monde, je pense que j'ai beaucoup apprécié. C'est assez jouissif, effectivement. On rêverait parfois de répondre à certaines personnes au téléphone de la manière dont Baptiste le fait. Donc, c'est un bonheur. Super intéressant aussi la réflexion sur l'identité, sur qui on est, qu'on retrouve en miroir avec la peinture, avec forcément tout ce qui se passe sur le portrait et autres. Et je voulais savoir qui dessine dans ce film, qui peint, qui a fait les œuvres d'art du film. C'est des amis en fait. C'est un ami qui est très proche, qui est aussi qui a toujours été un peu mon co-scénariste, même s'il n'est pas toujours crédité parce qu'il ne veut pas l'être. Mais il est quand même crédité sur la plupart de mes films. Et il est philosophe, mais il est aussi artiste. Et ils ont chez eux, en fait, avec sa femme, une centaine de tableaux qu'ils n'exposent pas. Donc, ce sont des artistes invisibles. Et moi, j'adore ce qu'ils font. Et donc, quand on s'est attelé à cette fabrication de tableaux, on a commencé à travailler tous les trois, donc, et à s'approcher. Et ce qui est intéressant, c'est que même par rapport à l'actualité, aujourd'hui, sur ce qu'on appelle la déconstruction, le masculin, le féminin, c'est qu'on a commencé, en fait, quand je dis on, c'est parce que moi je donnais des indications et c'est eux qui faisaient, hein. Je ne suis pas peintre du tout. Et on a été vers du figuratif, et puis ça m'allait pas. Et ils ont un tableau que j'adore, qui est un tableau de Picasso complètement déconstruit. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, il faut aller vers ça. Et donc, on a commencé, enfin, ils ont commencé plutôt, à aller vers de la déconstruction, chacun de leur côté en plus. Vraiment, il y avait Anne et Franck, je les voyais chacun dans leur atelier. Et on a, en fait, ils ont produit comme ça 5 tableaux, et que j'ai trouvé intéressant parce que justement, par rapport à la thématique de la déconstruction, par rapport au fait que toute la problématique qui est pas du tout mise en avant, mais qui est quand même pour moi très présente, et qui est une des autres raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'adapter ce roman, c'est toute cette relation qu'il y a entre deux, entre le peintre et son modèle, entre le fait que j'ai beaucoup travaillé notamment sur le fait que les femmes, pendant très très longtemps, n'ont pas eu accès aux beaux-arts, et quand elles ont eu accès aux beaux-arts, on leur interdisait de dessiner d'après des modèles hommes. Je vous raconte même pas que le modèle nu, c'était totalement prescrit. Et on voulait les cantonner dans des trucs de fleurs, de petits machins très gentils, quoi. Et moi, je voulais surtout pas ça pour le personnage d'Elsa. Je voulais au contraire un personnage qui soit complexe. C'est-à-dire que quand on voit Elsa pour la première fois, on se dit, bon, c'est une petite bourgeoise, fille de... Et en fait, non. Enfin, c'est ça, mais c'est en même temps beaucoup plus complexe que ça. Et on sent qu'elle est torturée. Et avec Clara Brotto, qui a interprété le rôle, on avait comme ligne qu'elle était un peu border parfois. Voilà, on ne sait pas si elle est pas un petit peu fada, mais en même temps elle n'est pas complètement. Et elle a cette folie comme ça que moi j'aime bien, des gens qui sont un peu passionnés. Et je trouve qu'elle est vraiment excellente dans ce rôle, quoi. On sent cette espèce de fragilité, et cette effervescence qu'il y a chez elle, et que Baptiste va permettre justement de pousser, de révéler. Et l'idée dans le livre, le tableau, c'était pas du tout celui-là, c'était La Grande Odalisque de Ingres. Sauf que je trouvais que, d'abord, La Grande Odalisque, c'est un tableau que on connaît à peu près tous. On connaît tous la légende avec la vertèbre supplémentaire, enfin bref. Et puis j'avais des amis aux Beaux-Arts, quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit, bah non, Fabienne, tu vas quand même pas prendre La Grande Odalisque, sois un peu plus inventive. Donc j'ai tapé sur mon ami Google et puis j'ai fait des recherches et je suis tombée à un moment donné sur ce tableau. Et d'un seul coup, là c'est pareil, c'est de manière très inconsciente. Je me suis dit, mais en fait ce tableau c'est mon film. Avec le masque, avec ça y est, j'ai oublié le nom. Voilà ce qu'il a dans la main, là, ça va me revenir. La grenade. Et
à cette époque, en fait, c'est deux symboles qui n'existent pas en fait dans la peinture. Et le tableau, bah, c'est le masque, c'est le théâtre, c'est le mensonge, c'est tout ce que vous voulez. Et la grenade, en fait, c'est à la fois un symbole de puissance et en même temps, on ne sait pas ce qui va en sortir. Donc ce tableau, d'un seul coup, je me dis, bah, c'est le bon tableau. Et quand je travaille un peu plus, que je fais plus de recherches, je me rends compte que ce tableau, il est exposé au musée des Beaux-Arts d'Angers. Et c'est ma ville natale. Et là, je me suis dit, bon, bah, bingo, tous les signes sont réunis, il faut que je choisisse ce tableau-là. Et je trouvais génial que, bah, justement, qu'à un moment donné, que Elsa, le personnage d'Elsa, puisse proposer à un homme, voilà, de devenir un modèle féminin, avec tout ce que ça veut dire, quand elle lui dit, mais imagine toutes les femmes composées, etc. etc. Et puis, ce qu'on connecte peut-être pas complètement, c'est qu'à la fin, la chanson qui est chantée, c'est une chanson interprétée par Michael, et c'est à la fois une voix d'homme et de femme qui se mélangent en fait. Et je trouvais que ça permettait en fait de faire une vraie boucle, sans que ça soit non plus souligné au stabilo, quoi. Voilà. Donc il y a toute cette problématique effectivement du masculin et du féminin dans le film, qui n'est pas mise en avant, mais qui est quand même très très présente pour moi. Ouais, très réussi. Le personnage donc, de Baptiste, au premier abord, il a l'air assez confiant en tout cas pour se permettre de l'audace avec par exemple Clara. Et pourtant, si on l'observe bien, c'est un imitateur, donc c'est comme s'il il se cherchait d'une certaine manière à travers toutes les personnes qui l'imitent. Pardon, à travers toutes les personnes qui l'imitent, ou même après par exemple une de ses visites chez Pierre, on se rend compte qu'il achète le même tourne-disque. Est-ce qu'au fur et à mesure du film, à travers toutes ces personnes, il n'essaierait pas un petit peu de se chercher et pourquoi ce contraste avec sa personnalité, ou en tout cas son premier abord plutôt confiant? Alors, ça, c'est ce que tu ressens. Pour moi, Baptiste, c'est quand même quelqu'un d'assez timide. On le voit parce qu'il a des audaces. Parfois, il jette comme ça des gestes, des trucs. Et puis en même temps, après, il est comme un petit garçon à se dire, mais est-ce que j'ai pas fait une connerie? Donc c'est pas forcément pour moi un personnage qui est confiant d'emblée. Après, c'est vrai que je sais plus qui dit, en fait, donner à quelqu'un un masque et il vous dira la vérité. C'est-à-dire que plus on avance masqué, plus c'est possible en fait d'être vrai. Et on le voit notamment sur les réseaux sociaux. Quand les gens se lâchent, vous vous rendez compte que les mêmes personnes qui sont capables de prononcer des insultes sur Facebook ou sur Insta ou ce que vous voulez, sont des gens qui sont incapables en face à face de les tenir. Et alors je ne sais pas où est la vérité de ces gens. Pour ce qui est de Baptiste, en tout cas, pour moi, c'est plutôt quelqu'un de réservé, de timide, mais qui en même temps s'éclate sur scène. Et c'est ce que j'ai pu percevoir, par exemple, chez beaucoup de comédiens, où on les voit dans la vie, ils sont extrêmement timides. Et puis dès que vous les mettez comme ça sur une scène, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se déclenche et qui est peut-être autour du masque. Donc c'est une sorte d'alter ego qu'il se crée à travers toutes ces personnes? Peut-être, ouais. Merci. Je vous écoute. N'hésitez pas à lever le doigt. Fabienne est disponible pour répondre à vos questions. Puis sur mon collègue. Enfin, déjà, l'idée de départ, le fait de confier son téléphone, je pense qu'il y a la moitié des personnes qui seraient incapables de le faire dans cette salle. Je pense. Bonjour, merci beaucoup. Je suis frappée par le contraste des deux acteurs, contraste en âge, milieu social, couleur. Est-ce que c'était inscrit dans le livre ou est-ce que c'est vous qui l'avez vu comme ça? Et du coup, est-ce que vous aviez déjà ce choix d'acteur en tête en préparant le film ou est-ce que c'est venu après? Alors, sur les écarts de classe sociale, effectivement, on a deux parcours. On a le parcours de Chosen,
célèbre, pré-concours, mais qui en même temps, vivant dans le 6e, se fait chier. C'est-à-dire a quand même un peu passé à côté de sa vie, quoi. C'est une solitude extrême. Et puis d'un côté, on a Baptiste, qui lui, avec sa bande de potes de théâtre, il n'a pas beaucoup d'argent, mais il est quand même heureux. Et c'est ce parcours, la rencontre, elle se fait sur vraiment Chosen qui veut, lui, devenir invisible, aspire à cette invisibilité parce que c'est vrai que la célébrité, ça rend un peu seul, en fait. Et Baptiste qui, lui, aspire justement à devenir visible. Donc tout ça, c'était déjà dans le roman, en fait, ces deux parcours, tout ça. Après, dans le roman, il n'est pas spécifié si le rôle de Baptiste, la personne, c'est une couleur noire, peu importe sa nationalité, rien n'est dit. Moi, quand j'ai fait le casting, j'ai auditionné donc plusieurs comédiens d'une trentaine d'années, et Salif, c'était le meilleur. Donc je ne me suis pas posé la question, en fait. C'est-à-dire que j'ai d'abord choisi une personne, un comédien. Je m'en fous de savoir après si la personne elle est de couleur noire, pas de couleur noire. C'est d'abord pour moi en fait un comédien qui va incarner un personnage. Et je suis heureuse de constater que d'avant-première en avant-première, en fait, la question ne se pose pas. C'est-à-dire qu'on est face à un personnage, on est face à quelqu'un. Salif, il a un charisme, il a un magnétisme, c'est un gros bosseur. Et c'est vrai que c'est le meilleur, quoi. Enfin, c'était le meilleur, mais au-delà, quoi. C'est-à-dire qu'il y a chez Salif un supplément d'âme qu'il n'y a pas chez les autres, qui pourtant était bon. Et voilà, la caméra l'aime et moi je l'ai aimé beaucoup. Donc je l'ai choisi pour interpréter ce rôle. Mais rien n'a été écrit dans le roman. C'est vraiment un choix de metteur en scène et d'acteur. Que vous allez revoir, je pense. Je pense que ça va devenir une grosse star. Lancez-vous, n'hésitez pas. On est là pour ça. Alors moi j'avais posé la question, enfin j'ai eu la réponse en discutant avec Fabienne. Je voulais savoir le choix de Denis Podalides, qu'on a tous vu dans beaucoup de films différents. Et a priori, le choix a été dès le départ. Oui, le choix il a été pendant l'écriture. Parce que comme quand j'écrivais, l'écriture du scénario avec ma co-scénariste Claire Barré a pris à peu près 1 an, on va dire, en tout cas 1 an pour que ça soit présentable, que ça soit lisible. Et quand je faisais des pauses, j'allais sur les agences de comédiens, et quand je suis tombée sur la photo de Podalides, voilà, je me suis dit, tiens, en fait, il correspond complètement en fait, à ce que j'imaginais. Mais quand je dis j'imaginais, je n'imaginais pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça se fait vraiment de manière inconsciente. On sait que c'est cette personne-là. De la même manière qu'avec Salif, d'un seul coup, on a une espèce de certitude comme ça. Et l'autre rôle, ça a été Horatica. J'ai eu la même conviction. Pour moi, Or, elle avait... alors là, on commence à la revoir, mais c'est vrai il y a eu un moment donné où on la voyait assez peu. Et quand je suis tombée sur sa photo, je trouve que c'est une comédienne qui a beaucoup de grâce. Elle est très solaire. Ouais, il y a quelque chose de très naturel comme ça, une espèce de présence. Et comme je voulais que chaque comédien et chaque personnage existe vraiment, soit totalement singulier en fait par rapport à ce qu'il représente, Or m'a semblé être le meilleur choix. Et je ne savais pas s'ils avaient tourné ou pas ensemble, et en fait non. Donc du coup, ils étaient super contents de pouvoir faire un couple que je trouve assez sexy en fait. Ouais, ça fonctionne bien. Ouais, ça fonctionne bien, ouais. Ah, une petite question au milieu. Vous disiez que ça a pris environ 1 an pour écrire le scénario. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, ou je ne sais pas, en voyant le film, c'est à la fois le peu de références aux dates, pour essayer de dater, de savoir quand ça se passe. Il y a 2 fois 2023, une fois sur une affiche et une fois je ne sais plus quoi. Mais la date qui revient le plus souvent, c'est celle du pré-concours qui est affichée sur la jaquette et autres, et qui date, mine de rien, par rapport aux affiches de 2023. Et d'ailleurs, avant de voir une affiche sur Paris comme ça 2023, je dis mais est-ce que ça se passe en 2009 ?
Est-ce qu'il y a un choix? Est-ce qu'il y a quelque chose de volontaire derrière ça? Parce que c'est la date de 2009, c'est une date qu'on revoit assez souvent, mine de rien, parce qu'on se focalise sur ce prix concours. Donc non, c'était juste... Non. D'accord. Non, non, c'est juste qu'il est invité à un moment donné à la grande librairie et que voilà, il y a tous ces livres en fait. Et effectivement, quand on a un concours, c'est quelque chose qu'on met en avant, mais ça n'avait ça n'a aucune signification particulière. Pour moi, le film, il se passe aujourd'hui, enfin, au moment où je l'ai tourné. Ce que je me demandais en fait, c'est si c'était pour marquer le temps qui a passé entre ce prix qu'il a reçu et le fait que ça sous-entend qu'il n'a rien reçu d'autre entre-temps. Et voilà, c'était ça surtout. Alors non, j'ai pas été jusque-là. Non. Pas d'autres questions? Alors, ça, c'est une question qu'on s'est posée avec le scénariste. Oui, en fait, on oscillait beaucoup. Un coup, on se disait, bon, en fait, non, c'est un prétexte. Et puis après, il écrit. Et puis, on a quand même opté pour l'idée qu'il avait envie d'écrire. Et qu'il avait vraiment envie d'écrire au mode jeu, donc de manière justement moins masquée. Sauf que le fait d'à un moment donné de ne plus avoir de portable, le rend disponible à autre chose. Et c'est là où on ne se rend pas compte, en fait, comment l'addiction au portable nous possède beaucoup plus qu'on ne possède l'objet. Et moi, je disais à Denis, quand on s'est rencontrés, que pour moi, ne pas avoir de portable, c'était un peu comme l'expérience qu'on a fait du confinement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous dit, tout va s'arrêter. Vous allez rester chez vous. Et puis, vous vous rendez compte que, enfin, pour certains en tout cas, que c'est pas si mal en fait de rester chez soi, que parfois vous découvrez des envies, des activités, qu'il y a quelque chose qui se libère en tout cas et qui n'est plus millimétré dans votre vie. Et c'est pas par hasard qu'il y a des gens par exemple qui ont décidé de quitter leur emploi en se disant mais qu'est-ce que je fais là et pourquoi j'irais pas me réinventer ailleurs. Et donc en tout cas ça nous a mis tous en disponibilité, en tout cas je parle pour moi, mais et de moi-même et des autres. Parce que justement, je n'avais plus à fournir tous les jours quelque chose. Et le plus avoir de portable, pour moi, c'est un peu la même expérience. C'est-à-dire que si je vous enlève votre portable quand vous allez au café, parce que moi je ne suis pas très addict au portable, j'ai un problème avec la technique, je ne sais pas me servir de Insta, je galère pour poster des trucs, c'est Salif en général qui fait tout ça pour moi. Et je me dis tout à l'heure, hier j'étais à Tours et je vais pour boire un verre et je me rends compte que en fait les gens sont vraiment fermés quoi. C'est-à-dire que non seulement ils ont leur portable, les grands, mais ils ont aussi, je sais pas comment on appelle ça, les trucs dans les oreilles là. Donc ça veut dire qu'ils sont complètement fermés au monde et ils sont même pas à regarder les autres, à observer ou à faire je sais pas quoi. Enfin, juste rien faire d'ailleurs, juste être là. Et dans le métro, c'est encore pire. Enfin, je veux dire, c'est vraiment affolant, quoi, de voir. Moi, j'ai le sentiment, on appelle ça, nous, des monades. Donc, c'est des petits ronds, comme ça, qui sont les uns à côté des autres. Et il n'y a absolument pas de communication. Et je me dis que si à un moment donné, on faisait l'expérience, même un jour, de se dire, je n'ai pas mon portable avec moi, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que je rencontre des gens? Est-ce que je observe des choses que je n'ai pas observées? Ça serait intéressant. Enfin, on dit qu'il faut un mois sans alcool, un mois sans tabac. Faisons un mois sans portable. Ou peut-être pas un mois, parce que je pense que ça va être compliqué, mais en tout cas, faisons une journée, par exemple, sans portable. Ça serait intéressant de voir ce qui se passe en vous et dans le rapport entre vous-même et puis les autres. Et le film questionne aussi beaucoup, beaucoup ça. Et puis ce qui est drôle, enfin, c'est pas drôle du tout, mais je sais pas vous comment vous faites, mais moi ce que je trouve intéressant, c'est que je vois, on s'installe au resto, et qu'est-ce qu'on fait? Hop, on sort son flingue. C'est-à-dire que c'est comme les cow-boys, on sort son portable, au cas où on nous appellerait. C'est fou quand même comme geste.
Vous faites ça ou pas, vous? Voilà. Comme si vous alliez manquer quelque chose, mais peut-être que ce que vous manquez, c'est ce qui est en face de vous. Hein. Comment? Oui, oui, oui. Trop de com, tu la com. Pas d'autres questions? Eh bien, je vous demande d'applaudir Fabienne pour ce film. J'espère qu'on vous accueillera pour le prochain. En général, c'est ce qu'on se dit avec les réalisateurs qu'on rencontre. Je suis en train de me dire qu'il fait super chaud et que le chocolat va fondre. Non, non, il est de côté. Ne vous inquiétez pas, il est en sécurité. Tout va bien, je plaisante. Merci à vous d'être venus encore une fois. D'être venus. Bonne soirée.